Bonjour à tous. Donc, merci à la Saphir de me laisser l'opportunité de parler de ce sujet aujourd'hui, donc sur les greffes endothéliales et celles qu'on a réalisées dans le service, donc en particulier l'EndoHeart. J'ai pas de conflit d'intérêt particulier. Donc, pour rappel, l'EndoHeart, c'est un dispositif hydrophile biocompatible en acrylique polymère dans 6,50 mm de diamètre qui épouse la face postérieure de la cornée, 50 microns d'épaisseur. Et il est recommandé dans ce cas-là de réaliser un desméthorexis de 7 à 7,75 mm. Comment il fonctionne C'est une barrière donc en fait imperméable au niveau de la face postérieure de la cornée qui diminue les mouvements passifs d'humeur aqueuse à l'intérieur de la cornée et permet un peu une déshydratation cornéenne. La nutrition persiste sur les parties périphériques de l'EndoHeart. Donc nous, dans le service, on a pu en réaliser une quinzaine. Pour vous montrer un peu comment ça se passe, c'est à travers une incision de 2-2. Donc on insère l'EndoHeart avec un micromanipulateur. Donc bien sûr, comme c'est un dispositif inerte, on peut le manipuler autant qu'on le souhaite. Et à la suite de ça, on injecte une bulle d'air en arrière, comme pour une DIMEC. La différence, c'est qu'il est recommandé de suturer donc toutes les incisions, que ce soit l'incision principale, les contre-incisions, et également de suturer l'EndoHeart à la cornée, comme je vais vous montrer après. Donc on a pu inclure 15 yeux de 15 patients différents qui avaient un âge moyen donc, de 62 ans. C'est une chirurgie qu'on a réalisée uniquement en ambulatoire dans le service. Donc les patients sont restés en décubitus dorsal 2 heures et ils sont sortis chez eux. On les a revus à J1. On a injecté que du SF6, vous verrez que c'est un peu différent des études qui ont été réalisées. Et on a, dans la plupart des cas, réalisé des sutures en Y pour maintenir l'EndoHeart. On a une diminution significative de la pachymétrie et une amélioration aussi de l'acuité visuelle, mais souvent c'était des acuités visuelles très très basses de base. Les principales complications. Alors la première, c'est évidemment le rebulage, c'est un peu tout le problème de ce dispositif, donc dans un cas sur deux. L'hypertonie, c'était dans un tiers des cas, mais on a pu le traiter médicalement très facilement. Et on a retiré un EndoHeart chez un patient. C'était prévu en amont, c'était juste pour éclaircir la cornée en vue de faire une phaco-DIMEC dans un deuxième temps. On l'a aussi explanté chez un patient qui a eu une hypertonie non contrôlée, à qui on a dû réaliser l'explantation plus la trabéculectomie dans un seul temps. Et on a eu une fonte stromale chez un patient, comme je vais vous montrer là, assez marquante. Donc à une semaine post-chirurgie, qui s'est stabilisé. On n'a rien fait et ça s'est stabilisé dans le temps. Donc, comme vous remarquez là, la plupart des indications, c'était des échecs de DIMEC, une ou plusieurs DIMEC chez nos patients. Et à certains, c'était vraiment à but antalgique et pas visuel. Donc là, c'est quelques exemples d'OCT pré- et post-opératoire à 5 mois. Et cliniquement, ça donne ce genre de résultats. Donc, c'est souvent des cornées quand même très fibrosées de base. Ça, c'est la suture en Y dont je vous parlais. Alors, on a remarqué qu'avec le temps, avec l'expérience, qu'en réalisant ce genre de suture, on avait moins de risque de rebulage. Bon, évidemment, il est beaucoup mieux fixé et mieux maintenu, ce qui est plus facile pour le post-opératoire. Ça, c'est les résultats pachymétriques avec une diminution importante. Donc, au niveau de la littérature, la dernière revue, la seule revue en fait, qui date de octobre 2024, qui a été réalisée donc, par un investigateur qui regroupe l'ensemble des case reports et des séries de cas sur l'EndoHeart, donc ce qui revient à 23 cas, ce qui n'est pas énorme, 6 articles au total, avec un suivi en moyenne de 3 mois. Et les antécédents des patients, comme chez nous, c'était des patients qui avaient été plusieurs fois, qui ont été greffés à de nombreuses reprises. Et tous avaient des comorbidités ophtalmologiques, en principalement le glaucome. Donc, ils ont remarqué une diminution de la pachymétrie d'environ 29%, ce qui est similaire à ce que nous, on a remarqué. Ils ont par contre utilisé dans 2 tiers des cas le C3F8 plus que le SF6. Et il y avait aussi plus d'une suture dans la très grande majorité des patients opérés.
Donc les avantages de cette chirurgie, c'est au niveau de l'acuité visuelle, mais c'est souvent on part d'acuité visuelle très basse, il y a une amélioration dans 70% des cas. Au niveau de la douleur, c'est quand même une évaluation assez subjective, mais globalement les patients étaient satisfaits. Les complications, c'est le rebulage. Donc aussi dans leur étude, c'est à peu près dans la moitié des cas. On n'a pas encore vraiment réalisé d'études qui lient le nombre de sutures au nombre de rebulages post-opératoires. Et ils avaient également une augmentation de la tension et un œdème maculaire cystoïde. Donc, pour conclure, c'est des résultats assez prometteurs pour les patients qui sont bien sélectionnés. Ça ne remplace pas la DIMEC pour le moment. L'avantage, c'est de ne pas avoir des corticoïdes au long cours, donc pas de rejet. Et chez les patients glaucomateux, ça permet de diminuer très rapidement les traitements. On ne sait pas trop l'impact sur l'acuité visuelle, puisque, comme je l'expliquais, c'est des yeux multi-opérés. Et parfois, il y a un risque d'amincissement trop important par la dénutrition cornéenne, comme on l'a pu le voir sur notre patient. Aujourd'hui, nous, on essaye surtout d'améliorer la technique chirurgicale pour diminuer le risque de rebulage. Je vous remercie pour votre attention. On va